Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Vertebise, maître de conférence à l'Université catholique Fulun à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie sur RTI. Nous allons revenir sur deux événements géopolitiques qui se sont passés ces dernières semaines. Ces deux événements, donc c'est d'une part, et cela en fait montre ce sur quoi on a insisté en fait pas mal dans ces dernières émissions, à savoir le fait que nous vivons évidemment dans un monde global et qu'il y a une mondialisation des conflits. Donc on est dans une sorte de mondialisation des conflits qui ne sont pas encore des guerres mondiales. Et donc on est dans un état intermédiaire entre des conflits régionaux et des conflits mondiaux. C'est ce qu'on pourrait appeler des conflits régionaux mondialisés. Qu'est-ce que je veux dire par là? À quoi je fais référence? Peut-être vous l'avez déjà deviné. Ce à quoi je fais référence et qui a été véritablement un sujet majeur, c'est la confirmation. Alors, on le savait déjà, il y avait déjà eu des informations, notamment venues d'informateurs ukrainiens sur le terrain, et ensuite confirmées à différents niveaux. Mais maintenant, ça a été confirmé par le Pentagone, confirmé par l'OTAN, et confirmé, en fait, d'une certaine manière, par la Russie elle-même, et confirmé par des vidéos russes sur le sujet, à savoir, donc, qu'est-ce que cet événement? C'est l'envoi de troupes nord-coréennes en Russie. Alors là, c'est intéressant pour nous parce que ça fait vraiment se croiser la géopolitique asiatique et la géopolitique européenne. Ça fait se croiser les régions du monde et on voit que effectivement, on peut pas parler d'une région sans parler d'une autre région. Donc, on sait que depuis maintenant quelque temps, la Corée du Nord est dans un programme de partenariat avec la Russie au niveau militaire et que celui-ci a pris une nouvelle dimension avec la guerre en Ukraine. Et à travers ce partenariat, à travers cet échange avec la Russie, en fait, la Corée du Nord à la fois vise à s'émanciper un tout petit peu de la tutelle chinoise, mais tout en évidemment se rapprochant de quelqu'un qui a noué une amitié sans limite avec la Chine, à savoir la Russie de Vladimir Poutine. Donc la Corée du Nord est dans ce processus d'échange avec la Russie. La Corée du Nord a envoyé des missiles balistiques, envoyé donc des munitions, envoyé maintenant des hommes. Donc la présence d'hommes étrangers sur un champ de bataille régional, c'est ce qu'on peut appeler une mondialisation du conflit. Et c'est d'autant plus intéressant que en fait dès le début les puissances européennes et les États-Unis notamment, Joe Biden notamment a dit il n'y aura jamais d'Américains sur ce champ de bataille. Et donc on voit que Poutine, donc il ne cesse de dire qu'il y a des lignes rouges que les Occidentaux ne devraient pas franchir sous peine de menaces nucléaires. On voit donc que Poutine n'hésite pas donc à faire appel à des puissances étrangères pour qu'elles participent pleinement au conflit. Alors maintenant, le contingent d'hommes dont il est question est extrêmement réduit. C'est pas à lui seul qui va changer la donne, d'autant que la Russie est dans une politique de guerre qui est extrêmement coûteuse en hommes. Ce sont des vagues d'attaques qui en fait déferle et qui on a quand même un degré d'attrition, comme on dit en anglais, un degré de perte extrêmement élevé, du point de vue des contingents d'hommes russes. Donc là, 10 000 Nord-Coréens qui ne connaissent pas le terrain, qui ne parlent pas forcément la langue, ça va pas être quelque chose qui va vraiment changer la donne de la guerre. Il y a eu des vidéos qui ont refait surface, comme quoi en fait les soldats russes disaient mais qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Et donc c'est pas, on va dire du point de vue opérationnel, c'est pas extrêmement frappant, mais ça démontre plusieurs choses. Ça démontre donc la mondialisation du conflit, ça démontre les liens entre la Russie et la Corée du Nord, et ça démontre aussi que finalement l'Occident ne devrait pas se restreindre lui-même en fait à s'engager plus activement en Ukraine, puisque la Russie a franchi les lignes rouges qu'elle donne aux autres, à savoir l'envoi de contingents étrangers. Donc ça, c'est un événement qui est important, d'autant que, évidemment, la Corée du Nord et la Russie
la Corée du Nord, qui manque de beaucoup de choses, ne peut pas sans doute faire tous ces transits d'hommes, de munitions, etc., sans l'aide à un niveau ou à un autre de la Russie. Et la Corée du Nord devient ainsi pour la Chine une manière aussi d'avoir des contacts avec la Russie, et par là aussi, autre chose, dernier point, la Russie et la Corée du Nord enfreignent évidemment toutes les règles de l'ONU, puisque les résolutions de l'ONU contre la nucléarisation de la péninsule coréenne, contre la militarisation de la Corée du Nord sont évidemment enfreintes par cet échange, puisque on peut supposer que cet échange d'armes et d'hommes va en contrepartie avec une aide évidemment sur le développement militaire, le développement nucléaire, puisque la Russie est une grande puissance nucléaire. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect qui est lié, c'est le fait que les BRICS les BRICS, qui est cette assemblée assez hétérogène de pays dont on dit en fait assez vaguement, assez faussement du global sud, hein, qui sont pas forcément au sud, sont pas forcément globaux, donc des pays différents qui ne sont pas occidentaux. Et dont on veut dire que par là ils ne sont pas non alliés, alors ils ne sont pas alignés à l'Occident, mais ils sont alignés entre eux, du moins ils essayent de créer une alliance, ces BRICS. Donc le dernier sommet il s'est déroulé à Kazan, en Russie, et évidemment ça a été pour l'occasion pour Poutine de mettre en scène le fait que la Russie n'était pas isolée, que donc les chefs d'État de différents pays se sont réunis, donc appartenant aux BRICS, à l'exception du Brésil, hein, donc à l'exception du président du Brésil qui ne s'est pas rendu en Russie, et on peut l'expliquer hein, du point de vue sans doute de son attachement au droit international, et pour d'autres raisons sans doute aussi plus complexes, hein, puisqu'on rappelle que Vladimir Poutine est sous le coup d'un mandat d'arrêt international, et ce qui a fait aussi couler beaucoup d'encre et a été aussi beaucoup critiqué, c'est en fait la venue de Guterres, donc du président de l'ONU, à Kazan, sans doute pour discuter avec Poutine des conditions de paix, des conditions de cessez-le-feu, des conditions d'armistice, des conditions d'arrêt de la guerre avec l'Ukraine. Guterres avait ensuite prévu d'aller à Kiev, mais président Zelensky a refusé que Guterres mette au même plan d'une certaine manière, et que l'ONU mette au même plan l'agresseur et l'agressé, le bourreau et la victime, celui qui est condamné par le tribunal international et celui dont le pays est attaqué. Donc sans doute c'est la perspective de Guterres, c'était pas forcément de légitimer, hein, on peut le penser, c'était pas de légitimer Vladimir Poutine, mais c'était en fait de pouvoir parler à tout le monde afin de pouvoir proposer un plan, et de parler notamment aux puissances des BRICS, notamment la Chine, la Russie et l'Inde aussi, un autre allié important, de parler pour ensuite avoir une base pour des discussions sur la paix. Donc encore une fois, là aussi, les BRICS, hein, c'est à cheval entre l'Asie et l'Europe, avec aussi donc le Brésil, l'Amérique latine. Et un autre événement important des BRICS, c'est qu'apparemment, donc la Chine de Xi Jinping et l'Inde de Narendra Modi se seraient mis d'accord sur au niveau des frontières. Alors on sait qu'il y a un grand contentieux qui a fait d'ailleurs avec plusieurs escarmouches qui ont notamment fait des morts et des blessés les années passées à la frontière, on va dire himalayenne, donc sur les hauts plateaux tibétains. Il y a une ligne de démarcation qui remonte en fait à la Seconde Guerre mondiale aussi, une ligne de démarcation entre l'Inde et la Chine, sur lesquelles la Chine essaye de grignoter petit à petit, et apparemment les deux dirigeants se seraient mis d'accord pour en fait définir cette ligne, pour en tout cas ne pas continuer à créer de la tension frontière à ce niveau, pour solidifier cette frontière. Alors on peut expliquer ça de plusieurs points de vue.
D'une part, évidemment, il est évident que pour la Chine ne peut pas continuer à avoir des ennemis potentiels sur tous ses fronts, à la fois l'Inde, les Philippines, le Vietnam, Taïwan, les États-Unis, etc. C'est quelque chose de non viable. Et pour l'Inde, ça permet aussi de sécuriser sa bordure et de se concentrer en fait sur d'autres régions et notamment, puisque la région est essentielle pour l'Inde, c'est pas la région de la frontière chinoise, mais c'est la région de la frontière pakistanaise. Et on peut penser que c'est lié aussi au fait, on va dire, de la relation de Narendra Modi avec Poutine, et que donc il y a en fait via Poutine, il y a eu sans doute, via la Russie de Poutine, il y a eu sans doute cette possibilité d'accord avec Xi Jinping, puisque Narendra Modi aussi ne veut pas laisser tomber l'allié russe. On sait que c'est lié politiquement, historiquement, au fait que la Russie a été dans le camp de l'Inde lors de la partition et lors des escarmouches avec le Pakistan. Et donc ici, l'Inde aussi montre son caractère non aligné. L'Inde, on peut vraiment dire que c'est le seul, peut-être un des seuls pays qui est véritablement non aligné, c'est-à-dire qu'il est ni dans le camp anti-occidental comme la Chine et la Russie, ni purement dans le camp occidental comme l'Europe, les États-Unis ou même le Japon. Il est vraiment dans cette position entre les deux, se focalisant sur son propre destin national et régional. C'était Jean Evertebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.